hands up in the air. Put your hands up in the air. Bon, c'est bon. Bonjour tout le monde. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vais vous présenter notre magnifique panel. Et je vais commencer par Alain Constantino, vice-président vente de Hornet Security. Merci d'être là. Accompagné de René-Sylvain Bédard, expert en cybersécurité de Indomius.ms. Merci, merci. Ensuite, Francis Coates, expert en expert en sécurité, retraité de la Sûreté du Québec et de l'ETS. Moi-même, c'est beau. Jacques Sauvé, expert cybersécurité de Trilogiam. Sylvie Guérin, VP cybersécurité EVA Technologies. Merci. Vous avez tout changé le setup, là. Ouais, on joue à la chaise musicale aussi, c'est le fun. Puis, Steve Lemieux, directeur infrastructure cloud de IT Cloud. OK, je vais prendre l'autre bord. Ah, désolé. Il avait dit à gauche de lui. Il avait dit à gauche, On passe ça? moi dans le milieu. Fait que, on voulait commencer par le Patriot Act. Est-ce que René Sylvain, tu nous parlais de ça un peu? Ouais, j'ai vu, tout le monde en parle, pour ne pas les nommer, quelqu'un qui est venu et qui était un spécialiste qui disait que nos données étaient tellement à risque à cause du Patriot Act. Pour vous donner un peu d'histoire, le Patriot Act, ça a été mis en place à cause du 11 septembre 2001. Et la majorité, genre 98 des règles qui sont liées au Patriot Act avaient expiré rendues en septembre 2011. Donc, c'était une durée de 10 ans. Donc, il n'y a pas de règles par rapport au Patriot Act qui s'appliquent à notre réalité infonuagique aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup. Mais en même temps, il y a un autre acte qui existe qui s'appelle le Cloud Act de 2018, puis vous allez voir la prochaine question qui s'en vient. Les données qui sont au Canada, mais qui sont sous une entreprise américaine, il y a des législations qui feraient en sorte, possiblement, puis là, je laisserai le panel débattre à la prochaine question, que les gouvernements des États-Unis ou n'importe quelle autorité aux États-Unis pourraient avoir accès à ces données-là sans nous aviser, ou peut-être pas. Et c'est pour ça que ça nous amène à la prochaine question, le sujet 1 de notre panel, c'est la souveraineté numérique. C'est-tu possible d'avoir une souveraineté numérique au Québec ou au Canada sans dépendre des géants américains? C'est la première question qu'on a. Non. OK, je peux commencer, ça ne me dérange pas. Je vais briser la glace, Sincèrement, moi, je pense que oui, mais difficilement. On le sait que les GAFAM de ce monde emmènent large. Donc, par contre, peut-être avec une volonté gouvernementale à aider financièrement des startups, peut-être encourager aussi une portion peut-être plus open source, qui pourrait peut-être nous aider à faire un produit de qualité avec des frais moindres, mais on n'aura peut-être pas la même qualité de service ou de disponibilité que les grands de ce monde, malheureusement. Je pense que René gratte sa chaise. Non, mais non. Je m'excuse, je ne suis pas d'accord. Yes! Simplement, on va juste prendre l'exemple de Microsoft. Ils ont investi 150 milliards dans la dernière décennie seulement. Je veux dire, il n'y a pas un programme gouvernemental qui va te dire « Ah, ben oui, tu veux te partir un cloud québécois, voici 100 milliards en R&D. » Ça n'arrivera jamais. Là. Si on voulait le faire, il fallait le faire en 2001 ou en 2005. Je suis d'accord. Je veux dire, si on veut avoir service équivalent, sécurité équivalente, il faudrait investir des milliards. Puis même le plus grand cloud souverain qu'on a en ce moment ne fait pas ça par année en revenus. Ils mettent 10 milliards de R&D par année, dont 1 milliard juste en cyber. Non. Désolé, je ne suis pas d'accord. Le pire, c'est que je ne peux pas être contre non plus. Je n'aurais pas de job sinon. Ça, c'est 1 milliard. Ça clique, c'est... Ça, c'était pas un problème de cloud, ça clique. 1%, c'est quand même pas pire. Ben moi, je commencerais par commencer. C'est quoi, quand on parle de souveraineté numérique, on parle de quoi? Parce que ça peut englober un tapon de trucs. Si on parle seulement de être propriétaire et posséder nos données au Canada, je pense que c'est fort possible. C'est déjà le cas. D'avoir nos données au Canada, de ne pas héberger des données à l'étranger, je pense que c'est fort possible. Donc, si on parle c'est de ça qu'on parle, quand on parle de souveraineté numérique, je pense que ça se peut. Et là, je vais monter le niveau un petit peu plus par rapport à la souveraineté numérique. Est-ce qu'on parle de la souveraineté de nos informations? Ce qui n'est pas la même chose encore une fois. On a vu des solutions québécoises hyper prometteuses
où est-ce que les serveurs sont ici au Canada, mais installés dans des infrastructures physiques américaines. Donc, on loue un data center américain, puis on installe notre cloud québécois ou canadien à l'intérieur. Ça, pour moi, c'est mal. Si on veut être souverain au niveau numérique, ça part de la brique et mortier jusqu'à tout ce qu'on va mettre dedans. Est-ce que tu inclus dans ton stack aussi qu'il faudrait que les serveurs, le stack de virtualisation, le stack de base de données, il faudrait que tout ça aussi soit québécois? Ben moi, je pense que oui. Après ça, les applications qui roulent dessus, c'est autre chose. On parle des applications qui plantent, qui ne marchent plus, on se fait couper par les Américains, limite. Mais au moins, les données, s'ils sont accessibles, ben là, on peut surveiller vers d'autres solutions. C'est pas idéal, mais au moins, on possède nos données. Combien de gens, des entreprises qu'on connaît, la seule accès qu'ils ont à leurs clients, c'est un site Facebook. La journée que Facebook tire la plug, ils n'ont plus rien. Et ça, c'est un problème. Mais ils n'ont même pas leurs données, ils n'ont plus leurs photos, ils n'ont plus focal, ils ont tout envoyé ça sur Facebook. Alors, moi, c'est un petit peu ça l'idée de dire, bien, si on veut avoir nos données ici, je pense qu'avant même de se poser la question sur les solutions étrangères, est-ce qu'on peut avoir nos données ici, dans nos infrastructures physiques, dans nos infrastructures virtuelles, mais ici, au Canada? Jacques, tu as quelque chose à dire là-dessus? Mammouth là-bas. Le mammouth là-bas, ne demande quoi? Moi, je pense que c'est une discussion. Ouais, OK, tout le monde s'inquiète de ça avec le climat géopolitique aujourd'hui, puis le gros méchant orange à Washington. Mais peu importe où sont vos données, si vous faites quelque chose d'illégal, les autorités vont aller les chercher. Il y en a qui sont assez vieux pour se rappeler 2012, la commission Charbonneau. Hein? L'UPAC rentrait dans des bureaux, aller perquisitionner des ordinateurs et tout ça. Fait que comment se protéger de ça? Faites pas d'activité illégale. Sois gentil. Parce qu'il y en a ici qui font du trafic de drogue, d'humains, de contrebande. Ouais, bon, ben là, peut-être ils vont cogner à la porte. Fait que moi, j'ai pour mon dire que peu importe les lois, les Cloud Act, toutes ces choses-là, à quelque part, là, s'ils veulent vos données, il y a des mandats de la Cour qui vont aller chercher, puis les Américains ou les Européens vont coordonner ça avec la GRC, puis ils vont avoir accès à vos données. Là, on a vu un engagement de Microsoft ce matin qui ont dit, justement, nous, on va se battre pour vous, là, pour ne pas donner accès. Fait que, mon feeling personnel, c'est qu'on a des plus gros chats à fouetter que cette inquiétude-là. Et cet engagement-là est backé par un livre aussi. Brad Smith, le Chief Legal Officer de Microsoft, a écrit Tools and Weapons, où il explique justement comment ils sont arrivés au Cloud Act, comment ils vont se battre en cours pour dire c'est pas nos données, ça appartient à nos clients. Si tu veux saisir ces données, parle à lui. Toute cette dynamique-là est documentée. Mais c'est documenté. Oui. Mais il va falloir le voir de la part de Microsoft ou de la part d'un autre partenaire cloud, une journée que ça va arriver, qui va vraiment nous défendre, qui va vraiment garder sa colonne droite puis dire non, ces données-là, tu n'auras pas accès, c'est les données de mon client, moi, je ne te les donne pas. Puis ça existe déjà, c'est déjà arrivé. Dans le sens que c'est documenté, il y a des codes courts, etc., il y a jurisprudence. Mais au-delà de ça, je veux dire, si vous êtes, par exemple, dans Azure ou dans Microsoft 365 et que vous ne voulez pas que vos données soient accédées, je mets des gros guillemets, là, par Microsoft, bien, vous pouvez amener vos propres clés de chiffrement, vous pouvez amener vos propres... Tu sais, si vous avez un HSM, là, un Hardware Key Provider, vous pouvez carrément amener vos propres clés et dire, OK, Microsoft, voici les clés que je veux que tu te sers pour chiffrer mes communications, mes données, etc. Puis je veux dire, à ce moment-là, si tu ne lui donnes pas ta clé, il n'y a plus accès. Mais est-ce qu'on va demander à une PME de 5 personnes de s'acheter un HSM? Non, je ne pense pas. Ça ne ferait pas de sens. Financièrement, ça ne ferait pas de sens. Moi, je pense que c'est cute. Honnêtement, c'est du marketing. Ça n'arrivera pas. On est, comme tu dis, on est 20 ans en retard. C'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à faire de la souveraineté numérique. Il y a un gros joueur québécois qui parle puis qui bang his drum là, de souveraineté numérique. Puis ça lui donne des clients, puis ça lui donne du revenu. Puis je crois sincèrement que c'est son but, puis c'est correct. Tu sais, c'est correct de dire que le bœuf canadien, McDonald's vous vend du bœuf canadien. Ça veut rien dire, sauf que ça tente plus de les manger là parce que c'est canadien, tu sais. Donc, c'est cute, c'est un rêve. Ce qui est plus important, c'est comment tu protèges ton data. Qu'il soit ici ou qu'il soit là-bas, c'est comment tu le protèges. Puis on n'a même pas parlé encore de qui, à l'intérieur de ta compagnie, a accès aux data, qui est un autre immense problème, qui est peut-être même pire que le problème de la souveraineté des données. Mais non, je ne pense pas que c'est possible. Je pense que c'est un coup de marketing. Puis c'est une idée qui est super cute, mais qui n'arrivera pas. En fait, si je comprends bien, c'est pas l'endroit où on met les données, je pense, c'est la gestion. C'est ça. René?
Le seul point que je voudrais rajouter là-dessus, la chose la plus importante, je pense, c'est qu'il y a assez d'anxiété présentement dans le marché, puis dans tout ce qui se passe, point de vue politique, international, annexation, etc. Est-ce qu'on a besoin d'en ajouter? Est-ce qu'on a besoin de venir jeter de l'huile sur le feu en voulant faire ce qu'on appelle en bon latin du fear-based selling pour de la cybersécurité, alors que ce que les gens ont besoin, c'est de fait, de comprendre exactement ce qu'il y en est, versus leur faire peur pour leur dire « Hey, ils vont partir avec vos données. » Non. Microsoft ou Amazon ou GCP, ils perdraient toute crédibilité s'ils partaient avec vos données. Pourquoi qu'ils feraient ça? Mais ils l'ont déjà fait. C'est quoi? Ils l'ont déjà fait. Ah oui, quand? Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de feu et d'huile parce que le monde sont en train de brûler puis ils s'en rendent pas compte. Je regarde ce qui est arrivé avec Facebook, avec Meta, avec les médias canadiens. Oui. La journée qu'ils ont décidé, c'est fini, il n'y en a plus sur notre plateforme. Bien, c'est fini. C'est tout. Plein de gens disent, ouais, mais un peu, on avait besoin, on a pris pour acquis que ces plateformes-là, c'est un petit peu ce que c'est Francis Gosselin, je pense, hier matin, il disait ça. Il disait les Américains sont devenus des service providers de tout le monde dans le monde, puis on prend pour acquis que Facebook, là, c'est universel. Les extraterrestres, ils ont sûrement accès à Facebook parce que tout le monde doit avoir accès à Facebook. Mais la vérité, c'est Facebook, c'est américain. La journée qui tire sa plug, bien, il y en a qui sont les culottes à terre. Oui, mais ce que le monde ne réalise pas, c'est que Facebook, c'est gratuit. Fait qu'ils peuvent bien tirer à la plug pendant qu'ils veulent. Vous ne payez pas pour Facebook. Si vous mettez toutes vos choses sur Facebook, toutes vos photos qui sont importantes dans votre entreprise, toutes vos grosses campagnes de marketing, la journée, comme il dit Francis, c'est fini. Tu n'as pas payé pour ça, anyway, pour le storage de tout ça. Donc, ils tirent la plug, tu n'as plus rien. Non, mais même quand tu payes, là, je regardais les pauvres Français, là, dernièrement, là, c'est pas Pornhub, là, que finalement, là, c'est coupé en France, là? Je pensais que c'était... Oui, Pornhub a décidé que fini, on n'est plus accessible aux Français. C'est une stratégie, c'est une tragédie, ça? Ben oui. En Floride. Tu un VPN, Francis. Non, mais sincèrement, d'après moi, là, ils viennent de doubler leur capacité de bandwidth en France de disponible. Là. OK? Mais ça reste que même des fois, quand c'est payant, il peut y avoir des orientations d'entreprise, des orientations qui vont faire que... Et oui, je comprends qu'on a pris du retard. Et c'est pour ça que je dis que est-ce qu'on peut commencer par rapatrier nos données? Demain matin, de flusher Microsoft puis de dire on passe tout à Linux, c'est probablement pas une solution viable pour la majorité des entreprises, surtout les PME. Par contre, de dire tes données, peux-tu les ramener au Canada, avoir tes données ici? OK? Combien d'entreprises n'ont même pas de données locales? Je vais vous conter une histoire vite personnelle. J'ai un petit garçon, bébé 7. Les 6 autres sont mourus. On les a pas eus, ça n'a pas marché. Bébé 7, non, c'est vrai, c'est une histoire vraie, là. Bébé 7, c'est le dernier embryon qui nous reste pour aller en fécondation in vitro. Il n'y en aura plus, après ça, on ne sera pas parents. Et là, la journée qu'il faut aller transférer l'embryon dans la maman, un embryon dégelé, c'est comme du poulet. Si tu fais rien avec, il faut que tu crisses au vidange, j'ai rien à faire avec. Et là, il y a un médicament spécial, il appelle ça une colle embryon. Il faut que tu ailles chercher ça à la pharmacie quand la maman est déjà écartillée là, sur la table, là, puis là, il faut qu'il injecte ça à la maman. Il y a une pharmacie au Québec qui garde ce produit-là, qui est dans le même bâtisse que le truc de fécondation. Et là, quand j'arrive pour chercher le médicament, « Ah, on ne peut pas vous servir parce que notre Internet est down, puis nous, on est tous dans le cloud. » Tu n'as pas de données locales pour servir des patients. Et là, ça a mal viré. Finalement, la madame a fini par me donner les médicaments parce qu'elle me trouvait agressif un peu. Quand je suis sorti de là, ils ont fermé la pharmacie. Fait que les 7 autres patients, parents qui étaient après moi, eux ont perdu leurs embryons. Pourquoi? Parce que les Internets étaient down. Alors, moi, je pense que la première chose à faire quand on parle de souveraineté numérique, on peut-tu ramener notre information ici? Déjà, moi, je pense qu'In-Primers d'en avoir au moins une copie d'un minimum, puis de l'avoir dans des infrastructures canadiennes. Mais je suis d'accord qu'on peut pas, les GAFAM de ce monde, on ne peut pas dire demain matin, on va se partir un petit business, puis on va tout remplacer ça. C'est un rêve pieux, là. Mais au moins ramener nos données. Et d'un point de vue architecture, je m'excuse, mais le problème, tu avais plus d'architecture que de ne pas avoir de données locales. Si tu es 100% cloud, surtout d'avoir de l'Internet, qui est d'avoir 2 providers. Là.
Aussi. La diversité des routes, là, je veux dire, ça existe pour ça. Je comprends, mais moi, je suis un peu un anti-cloud. Fait que ça, c'est un autre Ça, on s'ostinera. Moi, le cloud, c'est mal. Moi, j'aime mieux le soleil. Tu sais, les nuages, c'est pas bon. Là. Assis à côté du gars, Sans dans les clouds. nuage, et pas de pluie. Sans pluie, on n'est pas là. Fait que... Oh! Bon, je pense qu'on est prêt pour la seconde question. Justement, c'est drôle, on parlait justement de ça. La cyber-résilience et info-nuagique locale, est-ce réaliste pour nos PME? Les PME peuvent-ils bâtir une cyber-résilience en s'appuyant sur des fournisseurs locaux, cloud ou on-premise? Selon vous, cher panel? Je veux juste dire oui, moi. Fait que je laisse la parole aux autres. C'est déjà C'est posé, oui. mic drop, on a fini. Next. Donc, je vais contredire. Ben oui. Ça dépend de ce que tu veux dire par des fournisseurs locaux, des fournisseurs de services. Hein, on a une salle pleine ici. Oui. Si on parle des outils qu'on utilise, faites une petite recherche l'autre jour. Y a-tu des... Peut-être qu'il y en a qui peuvent me corriger, là, mais est-ce qu'il y a des logiciels, des solutions antivirus, antimaliciels, des EDR canadiens? J'en connais deux. J'ai rien trouvé. OK. Sérieux? Oui, mais je ne peux pas y plugger, là. Mais... OK. Il n'y a rien gabarit. On a eu un manque de vision. On n'a pas encouragé l'entrepreneuriat à développer ces outils-là. C'est pour ça qu'on dit que les GAFAM, les Microsoft de son monde sont 30 ans en avant de nous autres. On n'a jamais eu... Puis comme mon ami Patrick Mathieu aime dire souvent, au Canada, quelqu'un a une bonne idée pour une entreprise, une solution, ils vont voir des investisseurs. « Ouais, c'est bon, on va te donner 50 000. » Aux États-Unis, « Ah, c'est bon ça, on va te donner 50 millions. Vas-y, mon chum. » Fait que l'investissement dans nos compagnies, c'est pas au même niveau ici. Là-bas, ils ont beaucoup plus de VC, de venture capitalists qui vont investir, qui vont prendre des risques. Ça pense beaucoup plus business. Fait qu'on n'a pas ces affaires-là. Est-ce qu'on peut... Absolument, on peut fournir les services aux PME, puis j'espère, moi-même, au niveau des... Il y en a qui me connaissent que je fais beaucoup de travail au niveau de Cybersécuritaire Canada, puis il y a une des affaires là-dedans, c'est que tu dois avoir un gestionnaire de mots de passe. Moi, je ne vends pas de produits, je reste agnostique au niveau de mes recommandations envers les clients. Bon, moi, j'aime bien 1Password. Il y en a qui sont allés vers Bitwarden parce qu'ils connaissent ça. Mais là, cette semaine, je suis allé voir d'Evolution. Je dis, montrez-moi vos affaires. C'est cool. Probablement que je vais proposer le Password Manager d'Evolution parce que, hey, c'est local, c'est nous autres ici. Là. Fait que oui, on peut s'accoter. Je pense qu'on peut chercher des solutions, des alternatives ici, mais il faut que ça se développe aussi. Il faut encourager notre marché, nos entrepreneurs à développer. Donc, voici mon point de vue sur la chose. Moi, c'est vraiment que la PME n'a pas l'expertise pour le faire. À partir de ce moment-là, oui, il y a des MSP qui vont amener des services, etc. Plus tu complexifies un environnement, plus que tu as de chances de laisser des trous noirs, des trous sombres, moins que tu as de chances de le superviser et de le sécuriser comme il faut. Donc, si tu te retournes et tu prends 60 produits pour faire un environnement parce que c'est des produits canadiens, c'est des produits locaux, tu mets du open source ci, open source ça, au final, excusez-moi le terme, tu vas avoir une pizza, puis ton 10, 20, 30 techno que tu vas avoir, tu n'auras pas le staff pour bien le sécuriser et bien le gérer. Parce que ça te prendra une équipe. Si tu as 60 stacks, ben devine quoi, ça te prendra une équipe de 120 pour avoir une expertise approfondie dans chaque. Fait que oui, moi, je suis plus de dire, on ramène ça à un minimum de stacks, on simplifie au maximum la technologie, puis après ça, tu approfondis ta connaissance dans la technologie. Si tu me dis que, je prends un exemple, toi, tu fais des meubles, puis tu te roules ta shop AutoCAD, puis that's it, puis tu dis, moi, je reste chez nous, puis j'ai un serveur sur lequel j'ai tout mis, puis mon courriel est là-dessus, puis tout. Parfait, sauf que le maintenir, le supporter, s'assurer qu'il soit là, s'assurer que tu aies des backups, tout, ça va probablement t'en revenir plus cher que de payer une licence Microsoft 365. Sylvie? Bien, moi, je vous avais sorti des petites statistiques parce qu'on se demandait, le taux d'attaque réussi, cloud versus on-prem. Là, on a trouvé avec Simon que tu avais 22 si votre infrastructure était cloud, puis plus 40 si votre infrastructure était on-premise. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'au niveau cloud, les outils qui vous sont proposés, par défaut, vous avez un package de choses plus sécuritaires, de configuration de base, de paramètres sécurisés. Puis aussi, on s'est demandé la source des brèches sur le cloud versus on-premise. Là, moi, j'étais épatée de voir qu'encore sur le cloud, la plus grande source de brèche, c'est tout le temps l'erreur humaine. Fait que vous soyez
sais, si vous en allez sur le cloud, ben pensez pas que tous les paramètres, justement, qu'on vous a mis, toutes les goodies, les belles fonctionnalités de sécurité, ça vous prend quand même une personne humaine qui révise, puis une personne aussi qui a comme les compétences pour le faire. Le meilleur exemple de ça, c'est quelqu'un qui achète un business premium chez Microsoft. Ah, mes données sont safe, sont chez Microsoft. Ben non. Par défaut, c'est compatible pour que tu puisses te servir du produit. Ils vont te donner une licence de Defender for Endpoint pour protéger ton poste. Mais si tu la déploies pas, puis tu la configures pas, ben tu as une licence qui est inutilisée, puis c'est tout. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. C'est la gestion qui fait la différence. Ouais. Mais je pense que c'est plus que la gestion. Moi, je ne peux pas regarder ça d'un côté technique parce que je ne suis pas capable, premièrement. Mais du côté business, la technologie puis la protection, la cybersécurité devient tellement complexe qu'une PME ne peut pas le faire elle-même, ne devrait pas le faire elle-même, devrait être gérée. Il y avait juste 2-3 compagnies qui géraient avant, ton ancien patelin. Maintenant, il y a tout plein. Ici, vous êtes plein d'MSP, MSSP, et ainsi de suite. Les clients ne devraient pas se gérer eux-mêmes. Ils ne devraient même pas avoir le choix de ce qu'ils font. Ils devraient faire confiance au MSP, puis que le produit est rouge, vert, blanc ou noir, c'est comme pas de tes affaires. Fais-moi confiance, c'est moi qui prends la structure, puis c'est au MSP à décider, lui, qu'est-ce qu'il fait. Puis là, ça sera le MSP, tu sais, le burger est meilleur chez lui que chez lui. Mange ce burger-là, tu sais. C'est comme ça qu'on devrait gérer la sécurité pour les PME. Je vais rajouter quelque chose sur ce que tu dis. Moi, je pense que peu importe quel type de cloud ou quel fournisseur de cloud vous allez choisir, je pense que ces fournisseurs-là de produits cloud vous devriez pouvoir acheter, peu importe votre grosseur, toutes les fonctionnalités de sécurité que vous voulez dessus. Vous n'avez pas besoin d'être le top de Microsoft pour tout avoir les produits. Même si vous êtes petit, il faut demander à ces partenaires cloud-là d'avoir des bundles accessibles aux petites entreprises pour qu'on ait toutes les fonctionnalités disponibles et qu'on puisse les configurer au niveau des MSSP. Et il y en a. Je vais prendre Microsoft comme exemple. Là. Il y en a des packages qui ont tout le stack de sécurité. Le problème, c'est que Microsoft étant Microsoft, ça te prend un ingénieur pour le déployer, puis ça te prend des analystes après ça pour pouvoir le surveiller. Dans la PME, tu n'as pas ça. Donc, d'où le besoin pour un MSSP d'intervenir, où il va venir le configurer comme il faut, et il va venir après ça récolter tout ce qui sort de là comme alarme pour pouvoir intervenir. Mais tu ne peux pas demander à une shop de 40 qui bâtit des meubles de commencer à regarder un signe puis traiter les logs. Ça n'arrivera pas. Jean? Il y a un autre phénomène que je vois aussi trop souvent, tristement. Simon, toi et Audrey, vous n'avez pas où, Audrey, le matin? On n'avait pas ici. Il est où, Sharky? Elle est là-bas. Vous n'avez parlé souvent, la différence entre TI, on va dire MSP, et cybersécurité, MSSP. Je fais beaucoup d'évaluations de cybersécurité pour des PME et je trouve, écoute, dans 99 du temps, là, c'est piteux là, comme posture de cybersécurité, les réglages ne sont pas faits. Quand ils me disent c'est qui leur fournisseur de services TI, puis je regarde, c'est une firme TI. Je dis correct, c'est correct. Ils font des TI, ils vendent des ordis, ils font toutes sortes d'affaires, ils font du support. Mais quand je tombe sur un fournisseur qui se pète les bretelles sur son site web, qui sont experts en cybersécurité, puis MSSP, puis ils vont te protéger, puis là, je vois des affaires de même. Moi, là, je gratte, là. Ils n'ont pas de D-Mark. Ils n'ont pas de D-Mark, pas de D-Chem. Je disais, hey, là, j'ai le goût de les appeler. Ils disaient, non, arrêtez de dire ça. Fait que là, on se retrouve avec un peu un phénomène du mécanicien. Moi, là, je suis zéro open bar en mécanique automobile. Je sais où mettre l'essence, je sais où mettre le liquide bleu pour le gauche-gauche. Si j'ai trop bu, je me mélange des fois. Mais c'est tout, là. Fait que, tu sais, quand il y a quelque chose, il y a une panne, tu vas au mécanicien, là, puis j'espère que je ne me ferai pas fourrer. Là, il va me dire qu'il y a toutes sortes d'affaires, ça va me coûter 3 000 $. Puis là, j'entends des clients qui me disent la même chose au niveau de l'industrie des TI. À qui on fait confiance? Je pensais que mon gars s'en occupait, puis là, tu me dis qu'il n'y a rien de fait. Puis non, mais ça, on l'a vu là, dans les dernières années. Il y a plusieurs compagnies qui faisaient des TI régulières, normales. Maintenant, ils ont tout un département d'experts en cybersécurité. Si c'était vrai, là, je peux vous dire qu'on serait 5 000 dans la salle ici, au lieu d'être en bas de 500. Fait que c'est exactement ce que tu dis, Jacques, là, ça ne peut pas être possible. Non, puis je suis allé à une conférence, c'est qui a donné ça? Martin, je pense, de MSP à MSSP. Puis c'était des bons tuyaux, mais si un MSP, quelqu'un qui fait de la TI, décide de aussi faire de la cybersécurité, s'il vous plaît, calez-vous dedans, apprenez, soyez méticuleux, adressez les bonnes choses. Mais je te dis, c'est triste que je vois sur le marché. Ça ne peut pas être les mêmes personnes. Tu ne peux pas dire à tes gars qui configurent tes serveurs de les réviser aussi. Tu peux avoir du monde qui sont techniques. Tu peux avoir du monde qui sont techniques, qui ont l'ambition d'apprendre la cybersécurité, les coacher, les amener là tranquillement. Puis oui, ils vont devenir bons aussi là-dedans. Ensuite, René Sylvain.
Pour moi, il y avait deux choses. Là. Un, je veux faire juste répondre à ça rapidement. J'en ai parlé vite hier, hein, des silos. L'opérationnel, les TI, c'est côté opérationnel. La cybersécurité, c'est côté sécurité, puis ça ne doit pas travailler ensemble. Okay? Ça ne veut pas dire que les TI ne doivent pas avoir une bonne hygiène en sécurité. C'est pas ça que ça veut dire pantoute. Là. Ça veut juste dire que quand c'est le temps de faire des examens, c'est les TI qui gèrent ça. Quand c'est le temps de corriger les examens, c'est la cyber qui fait ça. Puis quand c'est le temps de voir si on a tout fait ça comme il faut, c'est l'audit qui finit au bout de la ligne. Fait que ça, il faut faire attention. Il ne faut pas être jugé parti parce que ça, c'est très, très, très mauvais. Ça existe dans le physique, dans l'incendie. Les gens installent des systèmes d'incendie, puis ont le droit de s'auto-évaluer, savoir si c'est bon ce qu'ils ont installé. OK, c'est un peu pas poche. L'autre affaire que je veux dire, je suis vu un petit peu comme le gars qui est anti-cloud, mais c'est pas vrai. J'utilise ça, le cloud. Non, aussi, c'est vrai. Je fais juste tirer la couverte un petit peu. Une des affaires que moi, j'aime pas du cloud, par contre, puis c'est l'espèce de fantasme que beaucoup de PME ont. Cette illusion de transfert de responsabilité. Quand on a parlé de sécurité hier, entre autres, je disais, on a 3 axes en sécurité, les équipements, la technologie, les procédures, puis le côté humain. Quand tu te chaudes tout sur Microsoft, machin truc, puis que toi, tu es dans ton bureau, là, puis tu fais « Ah, enfin, on n'a plus de problème. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. » Quelle illusion incroyable. Tu crois voir la lumière au bout du tunnel de tes problèmes de cyber, mais ce n'est pas la lumière au bout du tunnel, c'est un train qui s'en vient. OK? Donc, ça, là, parce que ça reste que les procédures à l'interne, la formation du personnel, la sensibilisation, même si tu t'en vas dans le cloud, tu dois encore faire ça on-premise. Et il faut faire très attention quand on shoot ça. Il y a beaucoup de gens qui disent hey, voilà, j'ai la solution miracle. Ça fait partie peut-être de la solution miracle, mais c'est incomplet en soi. Je ne pensais pas dire ça de mon vivant, mais je vais être d'accord avec lui. Oh! Merci. Ça s'appelle, en fait, ça s'appelle une matrice de partage des responsabilités. Ça existe, c'est documenté. Mais oui, le mythe comme de quoi, c'est dans Microsoft, c'est correct. Ça, je te l'accorde. Jacques, pour revenir à toi 2 secondes, la question que je demande tout le temps, moi, c'est est-ce que tu demanderais à un électricien d'installer ta toilette? Non, ça serait choquant si je vais aux toilettes. Ouais. Ouais. Ça serait choquant. Mais c'est exactement mon point. Donc, quand on regarde TI versus cyber, je veux dire, j'ai été architecte TI pendant des années, puis la cyber devait faire partie de l'architecture, mais ça n'aurait jamais été moi qui aurais été mettre en place la cyber à ce moment-là. Et cette démarcation-là, je la trouve importante parce qu'on ne pense pas pareil. L'histoire que j'ai par rapport à ça, moi, j'ai relevé un client qui était un bureau de brevet. Il m'appelle, on est rendu jeudi, il dit « Vendredi passé, j'ai eu une cyberattaque, j'ai eu un rançon logiciel. J'ai appelé mon fournisseur TI, il dit « Pas de problème, lundi matin, tout va être revenu. » Puis comme de fait, lundi matin, tous les postes étaient revenus comme si on était vendredi matin. Le mercredi, il reçoit un appel de la SQ. Il dit « Oui, bonjour, qu'est-ce qui se passe? » Il dit « C'est parce que votre base de données de brevet au complet sur le dark web, il y a Lockbit qui veut la vendre. » C'est pas que les gars de TI n'avaient pas fait le job. La preuve, il y avait des backups, ils avaient réussi à relever les machines, tout. Sauf que dans la réalité, est-ce qu'il avait validé l'exfiltration de données? Est-ce qu'il avait validé que le firewall filtrait tout le trafic à l'interne? Est-ce qu'il y avait une surveillance et une corrélation de ce qui se passait au niveau des événements de sécurité? Bien, le fait que les données étaient sorties, c'est la preuve que non. Fait que c'est vraiment 2 expertises que moi, je considère comme... Mais si je te relance la question, est-ce que tu laisserais LGS développer des applications gouvernementales? 3, 4 fois. Mais moi, je vais poser une question, vite. Tu sais, Francis, il vient de dire que les TI et la sécurité, c'est 2 silos. Je suis entièrement d'accord. Par contre, tu as dit quelque chose qui m'a un peu shaké, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble. Pourquoi ils ne peuvent pas travailler ensemble? Même au contraire, si j'écoute ce que... rappelle-moi ton... bon, ce que tu dis que tu as eu un backup qui est revenu, tes machines ont été opérationnelles, mais tes données ont fuité. Mais je pense que si les deux silos avaient travaillé ensemble, ça ne serait pas arrivé. Tout à fait. Mais... je ne voulais pas dire qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble, OK? Mais quand on regarde une structure de gouvernance, les TI sont là pour offrir des fonctionnalités, des solutions à des problèmes opérationnels. La cybersécurité ou la sécurité des TI, ou la sécurité en général, on est là pour amener des limitations afin de limiter les risques. C'est ça qu'on fait. Alors, on peut travailler ensemble, mais si on relève tous les deux du même boss,
Le boss en haut va toujours faire passer les fonctionnalités avant les limitations. C'est humain. Mais au-delà du boss, le propriétaire aussi, s'il n'est pas bien éduqué. Oui. C'est-à-dire même que la business va toujours avoir la priorité sur la sécurité, à moins qu'on puisse l'éduquer. C'est pour ça que j'ai écrit le livre. C'est vraiment pour venir y montrer que s'il ne met pas une culture de cybersécurité en place, il y a des bonnes chances qu'il n'y en ait plus de business. Ben, c'est en plein ça. Pas de sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, on met la mission de l'entreprise à risque. Ouais. À l'inverse, s'il y a trop de sécurité, il faut que tu t'authentifies à toutes les 5 minutes, puis à toutes les fois que tu ouvres une porte, il faut que tu passes ta carte, puis ton haleine, puis un échantillon d'urine. S'il y a trop de sécurité, on va nuire à la mission de l'entreprise aussi. Fait qu'il faut trouver l'espèce de point milieu où, parce que des fois, les gens me disent, on ne peut pas avoir 100 de la sécurité. Oui et non. Tu peux avoir 100 de la sécurité qui correspond à ta tolérance au risque d'entreprise. Ça existe. OK? Ça existe. Mais de dire que tu as 100 de sécurité all the way, absolu, c'est impossible. Mais c'est ce threshold-là. Oui, il y a un travail d'éducation, de faire, faut que tu comprennes que tu aimes ça, les fonctionnalités. Mais si tu priorises toutes les fonctionnalités et tu ne fais rien d'autre, ben à un moment donné, ça va te péter d'en face. Puis là, ta business, elle va tomber. Puis moi, j'aime bien McSween. Pierre McSween, qui dit, en as-tu vraiment besoin? T'sais, des fois, on va chez des compagnies, moi je le fais en physique puis en cyber, puis as-tu besoin de tous ces logiciels-là, de toute cette infrastructure-là, de tout... Ben, c'est cool, c'est pratique. Non, mais c'est-tu nécessaire? Réduis la surface d'attaque, puis tu vas voir, ça va te coûter moins cher, tu vas être plus sécuritaire, puis même dans certains cas, ça va être plus efficace. Je pense qu'on est prêt à la prochaine question. C'est la mienne. Je vais vous expliquer un peu ma réalité. Je suis un MSP en région. J'ai des chevaux devant mon bureau, des champs, puis en arrière une trail de 4 roues dans le secteur de la Naudière. Et puis, le rôle des assurances. Souvent, je me pose la question, qui est la référence en technologie de l'information? Puis, à force de réfléchir, c'est tout le temps la même réponse. C'est malheureusement les compagnies d'assurance. Puis pour moi, je m'identifie très mal à ça. Puis je vais vous expliquer le contexte. Une entreprise qui n'est pas assurée cyber, peu importe, commence à comprendre les risques, et écouter toutes les vidéos et tout ce que vous faites en publication, puis finalement, j'ai peut-être peur qu'il arrive de quoi, je vais m'assurer cyber. Il envoie un formulaire, puis dans le formulaire, ça établit le minimum qu'ils devront se conformer à mettre en place en technologie de l'information ou en peu importe. Puis là, tout d'un coup, les projets TI débordent, parce qu'il y a souvent une dette aussi associée à ça, une dette de temps ou peu importe. Mais l'autre enjeu aussi, c'est quand le boss me demande, Simon, mets-moi au standard des technologies de l'information, on n'a pas de standard. Fait que je me fie sur quoi? À l'assurance. Fait que ma question pour vous, est-ce normal que les assurances définissent les standards en cybersécurité? Les exigences des polices, elles sont-ils réalistes aussi pour nos PME? C'est ça mes deux questions. Non, c'est pas normal. Puis les assurances, tous ces questionnaires-là, c'est juste pour être conforme puis crocher un crochet de check. Les assurances, ils n'ont pas plus de références en cybersécurité que toi, là. Fait que non, c'est pas normal. C'est pas normal, mais c'est pas normal, c'est clair. Vas-y, Alain. C'est pas normal, mais c'est un excellent début, par exemple. Il faut commencer quelque part. Parce que s'il n'y avait pas d'assurance automobile, la moitié de la salle ici ne paierait pas d'assurance automobile, puis il dirait, moi, prendre ma chance que je n'aurai pas d'accident, je n'ai pas eu d'indice éternel. Il faut que ça commence quelque part. Ça a commencé, c'est pas les bons gens au volant de l'auto, je suis d'accord, ou mauvais mot, là, mais c'est pas les bons gens qui sont au volant qui font les décisions, je suis d'accord avec vous autres, mais il faut que ça commence quelque part. C'est un petit peu comme, moi je suis vieux, là, on s'attachait pas quand j'étais jeune, là on n'a pas le choix de s'attacher. Il y avait juste les vidanges, à un moment donné, il y a eu le bac vert, puis ça a pris du temps. Encore aujourd'hui, on n'est pas bon dans le bac vert. Mais tu sais, ça va venir, ça commence là, on a un long chemin à faire, puis il faudrait que ce soit une loi qui aide de l'assurance cyber. Maintenant, qui définit ça? Malheureusement, ça va devenir la job du gouvernement qui vont nommer un SQ, quelque chose, whatever, DPS, whatever. Là. Puis ça va être eux autres qui vont faire la gérance de ça. Mais c'est un début. Moi, je suis d'accord avec le début, mais c'est pas correct. Mais c'est un début. Mais Simon, le réflexe de départ, il est de la marde. Moi, j'ai un petit bébé à la maison, là. J'ai peur qu'il fasse des caries. Hostie, il m'a pas eu une grosse assurance pour lui faire réparer la gueule quand elle va tout être brisée. Ben non. Mon réflexe, moi, c'est, on va essayer de se brosser les dents. On va lui montrer à se brosser les dents, puis éventuellement, on prendra une assurance.
quand une entreprise, je reprends ta question du début, quand une entreprise fait je commence à vraiment être sensibilisé à la cybersécurité. Asti, on appelle Desjardins. Non. C'est carré ça. Mais c'est pas bon, c'est pas le bon réflexe. Mais encore là, on est dans la pensée magique de tantôt. On est dans quoi? On est dans le transfert de risque. Y a-t-il une solution? Y a quelqu'un qui peut prendre le risque? Il veut. Dis-moi comment ça coûte, on te fait un chèque. C'est très mauvais. C'est qu'ils font le minimum. Ouais. Puis quand tu vas contracter une assurance, tu te fais mettre la ligne de c'est quoi le nouveau minimum. Le nouveau Exact. minimum. Mais même ce niveau minimum-là, techniquement, il est en général relativement bas. Mais selon l'assureur. Selon l'assureur, d'une place à l'autre, c'est différent. Malgré qu'il y a des assureurs qui commencent là, à dire là, on est tanné de payer dans le vide, là, fait que là, maintenant, ils commencent à monter la barre parce que là. Bien, ils sont tannés de payer dans le vide parce que le monde, plus l'entreprise était grosse, plus ils ont eu des pensées magiques. Nous, on a eu des cas d'exfiltration de données ou des entreprises qui ont tout perdu. Ah, mais l'assurance a payé le 2 millions de dollars parce qu'ils pouvaient se payer une grosse assurance. Bien, c'est pas correct. Là, maintenant, tout le monde est pris avec ces gros questionnaires-là d'assurance qui, comme Éric vient de dire, nous font faire le minimum. Est-ce que tu es plus sécuritaire parce que ton assurance t'assure? Pas pantoute. On a vu plein d'entreprises comme ça. Et je t'assurais, tu rentres là-bas, puis comme Jacques qui voit dans les entreprises, leur posture de sécurité est proche d'être un zéro. Là. Des fois, là, pour faire nos graphiques, nous autres, il faut qu'on triche un petit peu pour mettre 0.5. Hein, Sylvain, sur le graphique, là, juste pour qu'il y ait une petite ligne pour ne pas leur dire. Ils se pensaient un 4 sur 5, mais ils sont pas mal là, puis ils ont répondu à l'assurance. Tu sais, c'est facile, quand tu as une question qui n'a pas de profondeur, c'est facile de dire oui au lieu d'un non. Tu sais, c'est oui. Moi, j'ai deux choses. Premièrement, c'est quelqu'un qui a un gros calendrier, parce que ça fait 2 fois que je suis d'accord avec Francis, fait que ça va pas bien. Oui, Francis, je suis d'accord. Il faut penser beaucoup plus prévention qu'assurance, parce que l'assurance, non seulement elle va attendre que la maison soit brûlée avant de t'envoyer un chèque, ça, c'est si elle t'envoie un chèque. L'autre fait que j'ai entendu ce matin qui m'a moi, fait dresser les poils sur ses bras, c'est le fait que l'assurance se sert de ce formulaire-là maintenant pour ne pas payer. Oui. C'est-à-dire qu'ils prennent le formulaire que vous avez rempli, ils s'en vont faire l'audit avant de décider s'ils vont faire des déboursés, puis ils vérifient si tout était vraiment là. Ça m'est arrivé 2 fois. En tout cas. OK. Mais vous jugez le processus. Je suis pas d'accord. Je devrais être d'accord avec l'autre. Vous êtes 10 fois plus intelligent que moi. Mais vous jugez le processus, minimum. Par exemple. On se plaint beaucoup que les. Puis il y a eu un bel article là, que j'ai lu d'un de vous qui disait, puis c'était intelligent, les CEO des compagnies, les présidents des compagnies, c'est tous des comptables ou c'est des gens de finance ou de quoi que ce soit. Dans le futur, il va falloir que ça devienne des CTO, des CIO, ainsi de suite, qui s'en vont vers le CEO. Ça, je suis d'accord avec vous autres. Mais c'est un mouvement, là. Ça n'arrivera pas comme ça. Fait que le mouvement commence à s'en aller vers le faire penser à la cybersécurité, le faire dépenser des budgets dans la cybersécurité, puis ça va grossir. Que ce soit pas bon aujourd'hui, je suis entièrement d'accord avec vous autres, mais on commence quelque part. T'sais, on ne court pas un marathon quand on commence à marcher. On marche, après ça, on court, après ça, on fait mieux. On est tellement au début embryonnaire. Merci beaucoup. On est embryonnaire dans ce qui est la cybersécurité, malheureusement, mais c'est la vérité, puis c'est la réalité. Fait que le fait qu'on s'en va vers ça, c'est que du positif. C'est loin d'être parfait, mais c'est que, d'après moi, en tout cas, c'est que du positif. Ta question, c'est est-ce que les compagnies d'assurance devraient définir les standards? Absolument pas. C'est pas leur spécialité. Puis avoir vu des choses dans des PME où il y a des assurances qui vont dire « Tu fais-tu du MFA? Ah, OK. Oui. T'as-tu des backups? Ah, OK. On va t'assurer. Hein? » Puis après ça, il y en a là, qui ont su, genre, là, cette affaire-là, c'est 73 pages que je dois remplir là, pour une petite PME. Tu sais, c'est des affaires de fou. Fait que je trouve que c'est un bordel dans les cyberassurances. Puis ce qui me fait vraiment chier, c'est justement, on a des standards. Hein? Ceux qui me connaissent, vous savez, là, je tape sur ce clou-là assez souvent. On a CAN DJSI 104, on a Cybersécuritaire Canada, qui est certifiable. Il faut faire un audit externe pour avoir un beau petit diplôme qui dit « Oui, tu as tout mis ces contrôles-là en place. » Fait que pourquoi est-ce que la compagnie d'assurance ne dit pas « T'es-tu cybersécuritaire? As-tu ton... » Oui, parfait, facile, on va t'assurer, tu vas avoir des beaux rabais. Non, on peut t'assurer, mais ça va coûter cher. Fait que pourquoi qu'on ne s'accote pas sur une norme qu'on a déjà? Je comprends qu'elle est très méconnue. On est plusieurs dans la communauté là, qui essayent de changer ça, qui essayent de la valoriser. Mais elle est là, elle existe, et ça finit avec un audit externe qui prouve que tu as fait ces choses-là et que tu dois maintenir, hein, parce que la certification, elle est bonne pour 2 ans, mais au bout d'1 an, là, à mi-chemin, il faut que tu refasses une deuxième audit là, pour
qui confirme que tu maintiens tes contrôles en place. Puis, fait que c'est renouvelable. C'est pas quelque chose que, hey, t'as un étang, puis c'est ta vie. Fait que pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi les compagnies d'assurance ne s'accotent pas sur cette norme-là. Probablement parce que les questions, justement parce qu'ils n'ont pas de standard, c'est comme si les questions des compagnies d'assurance sont écrites par des chimpanzés. Puis quand c'est le temps de vous payer, parce que le but de la compagnie d'assurance, c'est de ne pas vous payer quand il y a un incident. Comment tu fais ça? Bien, tu envoies des gens, des super-héros comme nous, aller auditer. Puis là, l'assurance, ils vont dire à l'assurance, oh, ça, c'était pas un vrai oui sur la question, mais il n'y avait pas de standard au départ. Fait que là, de plus en plus, puis je pense que c'est en Europe, Éric, qui disait, il y a plusieurs compagnies d'assurance en Europe qui ne veulent plus assurer pour la cybersécurité. Fait qu'il faut revenir au départ de peut-être mettre un standard, qu'on a tous le même standard. Puis son exemple de ceinture de sécurité, une voiture, il y a toutes des ceintures de sécurité. Tu la mets, capable de t'assurer, mais c'est ça. Mais normalement, on s'assure pour l'imprévisible et non pas pour dire c'est de la merde, ma cybersécurité m'a m'assuré. On est tous assurés pour l'incendie à la maison. Ben pourquoi? Mais c'est de la merde d'un incendie. Ça, c'est de la merde d'un incendie, mais tu sais, ça reste que on n'entrepose pas de l'essence dans notre salon, puis je veux dire, on laisse pas le poêle fonctionner tout seul. Mais si je prends le minding de certains gestionnaires d'entreprise, c'est hey, je suis assuré pour l'incendie. C'est encore laisse-tu du four. Laisse rouler ça. Puis, tu mets le feu toi-même dans ta maison. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, quand on fait des audits, on se rend compte que, mais mon Dieu Seigneur, ça n'a aucun sens. Les affaires de base qui n'ont même pas été mis. Ouais, mais on était assurés. Mais là, c'est là qu'à un moment donné, ça ne fait pas de sens. Francis, j'ai déjà fait un audit physique. Le détecteur d'eau est à la hauteur de mes épaules au 8e étage dans le building, là. Fait qu'avant que tu aies de l'eau aux épaules au 8e étage, là, le détecteur ne partira jamais. Mais il y avait un check. As-tu un détecteur d'eau? T'en as-tu un check? Ben oui. C'est pas marqué, es-tu installé? Non, en as-tu un? Oui, j'en ai un. T'as-tu des backups? Oui. Et où la question? Est-ce que tu testes régulièrement si tu es capable de restaurer tes backups? Non, la question n'est pas là. Est-ce que tu as des backups? Et où la question? Est-ce que tes backups sont sur ton serveur de fichiers? Est-ce que tu vois, c'est ça? C'est dans le répertoire à côté, tu sais. Ben, oh, oui, j'ai toute une copie dans mes répertoires. C'est qui me parlait hier de mon backup, c'est OneDrive, là? Non. Non, c'est pas un backup, OneDrive, OK? René? Je m'excuse. Oui. C'est quel? La statistique qui est importante de souvenir quand on parle aux CEO, c'est que 94 des CEO ne sont pas techno. Entre vous et moi, j'avais de la misère un peu avec cette stat-là parce que je mange ça depuis que je suis en TI, ça fait 30 ans. Mais la majorité des propriétaires qu'on rencontre ne connaissent pas la technologie. Ça va être des vendeurs, ça va être des fiscalistes, ça va être des gars qui ont étudié en administration, mais ça ne sera pas des gens de TI. Puis ça, ce que ça nous amène comme difficulté, surtout quand on parle de cyber, puis qu'on parle d'assurance et tout ça, c'est qu'on leur parle en chinois, littéralement. Moi, je suis obligé de faire des analogies sur à peu près tout ce que je parle pour que les gens me comprennent. Donc, les sondages pour l'assurance, c'est une chose. Les mêmes sondages existent maintenant quand tu es fournisseur et tu veux remplir un nouveau contrat avec un client de moindrement gros. Il faut que tu y montres que tu es cybersécure. Donc, on se retrouve dans des situations où on a deux personnes qui ne parlent pas le même langage. Et quand on parlait tantôt qu'il faudrait faire un standard, mettre en place un standard, il faudrait s'assurer que ce standard-là qui soit mis en place, qu'il puisse être compris par les directions d'entreprise. Quelque chose à ajouter là-dessus? OK. Donc, je pense qu'on est dans la période de questions, Béa? On peut encore prendre du temps? OK, parfait. On peut-tu prendre 10? On prend 15, non? Okay. On va y aller avec notre question bonus. Un soutien financier, exemple les subventions, les crédits d'impôt, est-ce que ça l'aiderait vraiment les PME à se sécuriser, selon vous? Non, moi, je saute là tout de suite, on en a parlé, là, je reviens avec mon bébé avec le brossage de dents. Si tu brosses tes dents, papa va te donner une crème molle, papa va t'amener au parc. C'est quoi ça? C'est du niaisage. Si tu te brosses les dents, tu vas avoir des belles dents, tu vas être en santé, tu vas pogner avec les filles. Hé, ça, c'est des bonnes raisons. Ben, mon directeur d'entreprise, c'est ça qu'il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il comprenne que, et ça, c'est une affaire qu'il faut que vous enleviez dans votre vocabulaire. Quand j'entends ça des fois à la TV, par la radio, là, je perds mes cheveux. La sécurité, c'est pas une dépense.
C'est un investissement dans une compagnie. OK? Quand on fait de la catégorisation de l'information, c'est pas pour que ça coûte cher, c'est l'inverse. C'est parce qu'on veut réduire les coûts en entreprise en optimisant les mesures de sécurité là où ça fait mal. Ils apprennent pas ça, Francis. Non. Regarde, je me suis amusé récemment à regarder les programmes d'MBA. Hein, typiquement nos futurs entrepreneurs, là, ils couvrent les ressources humaines, les finances, la comptabilité, les opérations. Rien sur la cybersécurité. Rien sur la gestion du risque. Ils ont commencé. Ils ont commencé. Quelqu'un m'a dit ça récemment. À Ottawa, là. Il y a 3 heures de cybersécurité Par année. Pour ceux qui n'ont pas entendu, 3 heures de cybersécurité sur un bac. Il y en a, OK, il y en a. Mais il y a un nouveau MBA à l'UQAM. Oui. J'ai entendu qu'il y en a un là, qui commence je vais enseigner dedans. Je prêche ma paroisse. Puis, effectivement, il va y avoir 3 cours, il va y avoir un profil, et le profil va s'appeler cybersécurité. Et là, finalement, je vais essayer de ramener un peu la sécurité d'information, mais oui, il s'en va tranquillement vers ça. Et dans la même optique, University of Metropolitan Toronto a maintenant un MBA aussi en cyber. Bien, moi, je pense qu'à la base, il faudrait peut-être ramener la protection des informations vraiment comme quand on débute à l'école. Même les enseignants qui enseignent à nos enfants présentement n'ont jamais eu de cours de TI, point. Puis là, on essaie de leur dire, bien, à l'école, il faudrait peut-être dire aux enfants que c'est dangereux de mettre des choses sur Facebook. Fait qu'à la base, il faudrait peut-être mettre dans chaque domaine, à l'université ou partir aussi à l'école plus tôt, de montrer aux enfants, bien, c'est important de sécuriser tes informations, tu ne donnes pas tes photos à tout le monde, tu ne donnes pas tes mots de passe. Les profs, ils se font hacker leur compte Bien, c'est Facebook, ça. là, Nos enfants, ils sont meilleurs présentement. Ma fille de 11 ans est meilleure que 90 de ses profs sur un ordinateur. Fait qu'à un moment donné, il faut remettre le balancier comme il faut si on veut se rendre à ce que nos dirigeants d'entreprise soient un petit peu conscientisés aussi à la cybersécurité. Il faut qu'ils en aient entendu parler peut-être avant un peu dans le vie. On a 50 d'analphabètes fonctionnels au Canada. J'ai René et Steve. Fait que, juste un dernier point par rapport à ça aussi, c'est que il faut arrêter de dire aux dirigeants d'entreprise que la cybersécurité, ça coûte cher. Je m'excuse, là. C'est pas vrai qu'ils ont besoin de 100 de leurs données, de 100 de leurs services, de 100 de disponibilité. Là. Prenez le temps de se revirer de bord, de sonder comme il faut qu'est-ce qu'il y a dans l'entreprise. Là. Il y a peut-être 10 ou 15 du data qui a besoin d'être pris en backup, qui a besoin d'être vraiment chiffré, super secure, puis que le backup est à la banque. Là. On se retrouve avec des monstruosités. Moi, je me suis ramassé devant un CA de CIUS à dire au directeur, non, c'est pas vrai que tu as besoin d'un backup parce que tu n'as même pas encore catégorisé tes données. Présentement, la playlist de la réceptionniste vaut la même chose qu'une radio. Je veux dire, c'était un projet de 10 millions sur 5 ans qui aurait été garoché à l'eau. Parce que quand ce serait venu le temps de s'en servir, ça n'aurait pas valu la peine, ça aurait pris des semaines à trouver les bonnes données. Catégorisez comme il faut, prenez le temps d'analyser ce qu'il y a vraiment à sécuriser. Si jamais il y a une cyberattaque, que vous puissiez relever de façon efficace. Le mot d'ordre, je pense que la formation, le transfert de connaissances, on le fait pour des formations santé-sécurité pour des entreprises. Pourquoi on ne le fait pas pour tout ce qui est la cybersécurité? Puis coacher justement ces personnes-là qui sont des chefs d'entreprise puis qui comprennent absolument rien de ce qu'on dit, mais avec une formation du même genre un peu que le santé-sécurité au travail pourrait être... Bien, ça prendrait un cadre santé-sécurité. Oui. Tu l'obliges parce qu'il y a un cadre, exact. Il y a quelque chose. C'est sûr. On part de loin, c'est clair. Good. Donc là, c'est votre tour si vous avez des questions. Ah, déjà? Mon Dieu! OK, lui, il était prêt. Ah, Jenny arrive avec le micro. Est-ce qu'on veut être sûr que tout le monde entend? Ce sera pas long. Non, mais c'est parce que c'est enregistré, donc on va entendre la question. OK. On s'identifie. Là, il faut que je dise moins de niaiserie, par exemple. Quand on parle des aides gouvernementales, est-ce qu'on ne trouve pas, j'ai une question, parce qu'on va formuler mon commentaire, en réalité, c'est une question, c'est un commentaire caché, là, mais est-ce que... Merci, Jacques. L'aide gouvernementale, on ne trouve pas que c'est du spray and pray, en réalité? Parce que moi, je trouve que c'est juste de l'argent on lance de l'argent, on se creuse les doigts en espérant que ça va changer quelque chose. Mais il n'y a pas de cadre, il n'y a rien qui est imposé. Le nom. On demande aux PME de comprendre. Au gouvernement du Québec, on a le ministère de la cybersécurité et du numérique qui est en même temps responsable de faire de la transformation numérique. On parlait tantôt, le juge est parti. Là. Déjà au gouvernement, je pense qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne.
Ça clique pas! Quand ça clique, ça coûte 1 milliard, OK? Non, mais il y a cet enjeu-là, à un moment donné, là, d'essayer d'avancer. On l'a vu avec la protection de l'information. Excusez, j'ai oublié votre nom, j'ai comme un blanc. René Sylvain. Sylvain. Oui. Qui parlait de catégorisation de l'information tantôt. On a une des seules places dans le monde qu'on a un guide de classification de l'information numérique. L'information, qu'elle soit vocale, écrite, sur ordinateur, hein, au fédéral, là, si l'attaque là, qu'on va faire dans un pays, là, c'est secret, bien, qu'on s'en parle, qu'on l'écrive, qu'on le chante, qu'on le mette sur une disquette, c'est secret. Mais nous autres, ici au Québec, non, c'est pas comme ça. Ici, si c'est numérique, c'est secret. Autrement, pas. Il manquait peut-être 400 millions pour faire de quoi avec ça. Il faut juste regarder, je vais revenir encore sur la sécuritaire, quand les libéraux ils ont annoncé ce programme-là en 2019, ils ont garoché 28 millions de dollars en subvention. Là. Ils ont dit, on va aider les entreprises. D'ici 2025, notre but, c'est qu'on ait 5 000 de certifiés. On est quoi, là, en 2025? Il y en a à peine 50. Fait que c'est beau pitcher de l'argent à des programmes, mais après ça, il faut les promouvoir. Il faut dire, hey, il faut forcer la main, il faut aller voir le Canada Insurance Board, dire aux assureurs, dire, hey, demandez ça, ça va simplifier votre vie. Fait que c'est beau de garocher de l'argent, mais après ça, il faut qu'il y ait une promotion, une valorisation de la sécurité. T'as pas peur qu'ils ferment le programme, qu'à un moment donné, ils disent, ah, c'est pas Sécuritaire Canada, là, off. Ben, écoute, à date, c'était encore maintenu par le Digital Council of Canada. Et puis, on a parlé au directeur général, Steve aussi, là, Steve Waterhouse, je pense qu'il est arrivé à quelque part. Là. On a parlé On a parlé au directeur général, puis ils n'ont aucune intention d'arrêter ça. Ils maintiennent ça, la certification mais aussi. Peut-être que pour que ça fonctionne, il faudrait que peut-être que quand il arrive des incidents, les compagnies aient des vraies pénalités. Fait que ça les obligerait peut-être à se certifier et à prendre ça au sérieux. C'est parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de mordant. Non, là, tu vas partir. Des vraies pénalités, la CAI afficheront même plus les compagnies qui sont pétées. Okay, non, ça serait dur sur leur image. Ça serait dur sur leur image. Pauvres petits, ils vont pleurer. OK, attends un peu. Là on a parlé beaucoup de ça la semaine dernière. Là, ça a levé une tollée. Ça a levé une tollée sur LinkedIn dans la communauté, l'histoire de la CAI qui ne va pas publier les noms. Écoute, je pense à l'unanime, on n'est pas d'accord avec ça. Là. Il y a un petit peu de shaming là-dedans. Mais j'ai adoré l'article que mon chum Patrick Boucher a écrit qui dit, regarde, on les liste, OK? Mais à un moment donné, s'ils mettent en place des mesures et sont capables de le prouver, ben peut-être là, on met un petit checkmark vert là, qui dit que, hey, hein, ils ont eu une brèche, mais ils ont mis en place des bonnes affaires, là, on peut leur faire confiance. Il y a du sérieux. Ouais. J'ai une autre question ici. Merci pour la question, commentaire, repartir le débat. Oui, juste en avant ici. Bonjour, Jonathan chez Solutions IT. On parlait tantôt de standards. Merci, Jacques, d'avoir soulevé le standard émis par le fédéral. Puis, effectivement, il y a juste une chose où est-ce que ça m'accroche. C'est toujours de revenir au mot minimum. Un standard, pour moi, il ne devrait pas avoir un minimum dans un standard. Il faut que ça soit d'une manière qui est très globale, puis qui soit évolutif surtout. Fait que quand on parle des assureurs qui ont été par eux-mêmes émettre leur propre questionnaire, c'est surtout, il y a un point où est-ce que pour eux, selon moi, c'est qu'il y avait un manque puis qu'il n'y a pas eu de concertation avec la communauté informatique. J'aimerais ça vous entendre un peu par rapport à ça, le minimum dans un standard. Tu veux prendre la balle au bon? Ben, le minimum, tu sais, je veux dire, il y a des contrôles qui disent tu dois avoir l'MFA, tu dois avoir un gestionnaire de mot de passe ou justifier pourquoi tu n'en utilises pas, tu dois avoir une assurance cyber ou justifier pourquoi tu ne l'utilises pas, tu dois avoir une politique de mot de passe robuste. Tu as des affaires à faire, là. C'est pas un minimum. Écoute, si tu veux en faire plus, vas-y, là. Les auditeurs cherchent minimum 14 caractères comme mot de passe dans la politique. Si tu veux en mettre 23, amuse-toi, mon chum, là. Mais c'est une bonne base. Puis ce que j'aime de Cybersécurité Canada, c'est que ça avait été élaboré pour des PME. Écoute, j'ai des petites PME de 13 usagers qui l'ont passé. Là, je suis en train de monter des dossiers pour des petites organisations à 6-7 employés. Là. Puis ça fit, ça marche.
Puis savoir sécuriser la patente. Je comprends, Francis, ça affecte pas, ça dit pas de barrer à la porte de salle de non, ça c'était bureau, là, mais c'est de la cybersécurité. C'est de la cyber. Le danger que je vois des fois avec ça, c'est que de un, des fois, entre autres avec la loi 25, des fois, il ne faut pas trop orienter les compagnies dans un endroit, dire, ben, je suis obligé de faire ça, mais mon évaluation de menaces et risques me dit que c'est ça que je devrais faire. Mais dans la loi, ça dit ça. Fait que ça, il faut faire attention. Tout ce qui est normalisation, audit, puis tout ça, moi, je vois ça comme les étudiants à l'université. Moi, quand j'ai un étudiant qui commence mon cours et dit « Hey, comment ça se passe l'examen? » Hey, casse-toi pas la tête. Suis le cours, amuse-toi, fais tes devoirs, fais tes leçons. Puis quand tu vas arriver à l'examen, là, ça va être une balade dans le parc. Cybersécuritaire Canada, quelqu'un qui fait une évaluation de menaces et risques correcte, qui met en place les bonnes pratiques qui sont connues par tout le monde, là. Il appelle Jacques et dit « Je voudrais passer Cybersécuritaire Canada. » Ça devrait être une balade dans le parc. Il devrait peut-être qu'il va manquer une ou deux affaires. Mais si tu penses que tu es sécuritaire puis tu ne l'es pas pantoute, il y a un problème. Et commencer par ça, dire hey, j'ai une business, moi. On va être Cybersécuritaire Canada. Déjà là, si je reviens avec mon histoire de brossage dedans tantôt, c'était à l'envers. Ça veut dire que tout ton objectif, c'est pas la sécurité. Ton objectif, c'est je veux avoir un étampe sur mon site Web. Ça paraît bien. Mais ça, moi, je trouve que c'est pas bon. Ce qui pourrait peut-être... Ce qui pourrait peut-être aider, ce serait que le gouvernement certifie les MSSP. Donc, sur le site gouvernemental, le revendeur XYZ, il est certifié. Fait que le client, il y en a plusieurs, pas le champ, là. Le client pourrait acheter ou faire affaire avec ce MSP-là et les assurances accepteraient de l'assurer parce qu'il est, il est managé par ce MSP-là. Mais maintenant, ma question, c'est comment ça se fait quand tu prends une assurance pour le feu chez vous puis que tu dis, oui, voici, j'ai de la télésurveillance, j'ai une centrale qui surveille. Fait que là, ils disent, OK, parfait, on va te donner 20 de rabais. Moi, si je télésurveille une compagnie en cybersécurité, j'ai mis tous les packages de sécurité puis que je réponds, comment se fait que je l'ai pas comment se fait que mon client ne l'a pas le rabais? Parce qu'on est encore à la phase 1. Il manque de lobbyisme là-dessus, de pression sur les assureurs. Est-ce qu'il y a un Simon Côté dans la salle? Simon Côté, est-ce que tu es là? Au fond. Merci, c'est gentil. Il m'envoie des petites notes de fan. C'est capillotracté. J'ai le temps pour une dernière question. On va devoir être bref dans la réponse. Donc, monsieur là-bas. Bonjour, mon nom c'est Pascal. Salut Pascal. J'écoute depuis le début, là, puis là, si je comprends bien, je peux pas me fier à mon cloud, je peux pas me fier à mon MSP, je peux pas me fier à mes assurances. Je peux pas avoir de conformité que je peux me fier non plus. Là, j'appelle Jacques, le taux sympathique, il me fait un audit, c'est catastrophique. Puis à la fin, il y avait une recommandation sur la formation. Je suis une formation, là, je m'en vais suivre la formation de Francis à l'université. Je suis formé, j'ai un audit catastrophique. Je commence par où? Je peux pas me fier à personne. Comment je commence en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant d'entreprise? 5, 10, 15, 20, 25 postes. Où est-ce que je commence? Tu lis mon livre. C'est pas clair. Moi, je vais revenir à la sécurité physique parce que c'est plus mon domaine. Si tu te fais voler chez vous, là, puis tu appelles un serrurier, ton premier réflexe, il va t'installer une serrure. Tu appelles un gars d'alarme, il va t'installer une alarme. Tu appelles la SPCA, il va te vendre un chien. T'es un peu pogné avec ça, malheureusement. Puis d'où, tu sais, quand on parle d'avoir des fournisseurs qui sont reconnus, en qui on a confiance. Parce qu'au-delà de la sécurité, là, je pense qu'il y a une relation de confiance. T'sais. Moi, il y a des gens à qui je confierais ma compagnie, puis il y a des gens à qui, parce que là, je mets de la Christie de vie, là, OK? Et je pense que c'est d'essayer de trouver peut-être ce lien-là de confiance vers quelqu'un qui peut nous supporter. Parce que c'est impossible de tout faire ça. Puis je comprends bien des entreprises qui regardent ça puis ils font. Puis là, on parle de cyber, là. Mais pour une compagnie, mettons une PME de 75 employés là, qui ont à gérer sécurité physique, CNESST, cybersécurité, tout ce qu'il y a sécurité dedans, là, parce là que ça a l'air gros, ils ne voient absolument rien. Là, OK? C'est le néant total. Fait que, effectivement, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des... Bien, tu commences par faire l'inventaire de tout ce que tu as, puis savoir tes données importantes sont où. Puis si tu as ça, bien là, tu vas avoir des compagnies plus sérieuses aussi qui vont vouloir t'aider parce que c'est souvent ça le bobo en TI. Là. Les TI n'ont pas eu le temps de faire l'inventaire. Puis là, en cyber, en sécurité, on se ramasse à dire, bien, nous, on a des outils,
Puis on a certains clients maintenant, pour nous, qu'on est rendu qu'on sait plus leur inventaire qu'eux-mêmes avec tout ce qu'ils ont. Puis quand tu arrives dans des 100 milliers d'assets, je peux te dire que c'est la galère. Là. Fait que commence au moins tout savoir tes choses que tu as. Puis après ça, on va être capable de pouvoir t'aider à mettre en place des contrôles plus sécuritaires en sachant tes assets. Connais-toi toi-même, c'est ça? Je faisais une demi-farce tantôt par rapport à mon livre, mais le point surtout, c'est trouve-toi une petite méthode qui va dire, OK, commence par sonder ton environnement. Après ça, le propriétaire de l'entreprise, son équipe de gestion doivent s'asseoir, doivent déterminer ça va être quoi les standards de culture de cyber dans le shop. Après ça, juste après ça, vous pouvez commencer à construire, considérer que ça va être vos outils, puis tout. Puis après ça, l'intégrer par percolation dans vos systèmes au complet. Je veux dire, tu ne peux pas commencer à bâtir tes défenses si tu ne sais pas ce que tu protèges. L'audit devrait te donner un point de vue de priorisation. Moi, j'appelle ça adresser ce qu'on appelle en anglais le low-hanging fruit. Et qu'est-ce que tu pourrais faire assez rapidement pour avoir le plus d'impact possible, déjà amélioré. Après ça, tu priorises les autres affaires. Il y a des choses qui sont faciles à faire, il y a des choses qui sont difficiles à faire. Fait que, c'est de bâtir ça. Une maîtrise de risque, carrément. Et j'ai oublié un point, c'est de savoir aussi combien de temps tu peux perdre tes TI puis que ta business soit plus visible de personne. Tu es prêt combien de jours? Il faut que tu le saches. Puis à partir de ça, bien là, ça va être plus facile de construire tes paramètres de sécurité aussi autour de ça. Là, le temps, il est dans le rouge, là, puis je vois Béatrice qui se traite. On dépasse. On dépasse. Dans le rouge. Je suis rendue. Mais je vais quand même donner le mot de la fin quand même à Simon. Donc, si tu veux donner le mot de la fin, tu as exactement 30 secondes d'écart. Écoute, ça va être 30 secondes encore. Je voudrais remercier nos sommités d'être venus sur un panel de ITSec. C'est très apprécié de partager ce temps-là avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les joindre sur LinkedIn en tout temps. Ils sont très accessibles, croyez-moi, même tard le soir. Je vous remercie pour votre dévouement pour le Québec, puis la cybersécurité au Québec et la sécurité au Québec.